Maintenant, on va entendre l'exposé de Anne Coignard. Anne Coignard, qui est ma collègue de l'université du Mirail. Voilà. Jean Jaurès. Et qui dirige depuis maintenant plusieurs années un séminaire sur une approche philosophique de la lecture. C'est ce que j'allais dire, c'est juste. Voilà. Et qui a beaucoup travaillé sur la phénoménologie de Husserl. Voilà. Donc il faut que je parle dans le micro. Voilà. D'accord, je vais essayer. Alors, je me lance. Dans la première partie d'Autrement qu'être, où il expose son argument, Lévinas pose la question suivante, et je le cite: « Dans quel cas concret se produit la singulière relation avec un passé qui ne ramène pas ce passé à l'immanence où il se signale, et qui le laisse passer ne revenant pas en guise de présent ni de représentation, qui le laisse passer sans référence à un quelconque présent qui l'aura modifié, passé qui par conséquent ne peut avoir été origine, passé pré-originel, passé anarchique. » Lorsqu'il répond à sa question, quelques lignes plus loin, Lévinas indique que la relation à un passé inaccessible, je le cite encore, est incluse dans l'événement extraordinaire et quotidien de ma responsabilité pour les fautes ou le malheur des autres. La relation à l'immémorial, incluse dans ma responsabilité effective, actuelle, est donc en jeu virtuellement. Elle clignote, pour le dire ainsi, en deçà de l'expérience et demeure inaccessible à toute ressaisie dans la réflexion. Le parcours opéré dans Autrement qu'être ne peut donc consister en une régression temporelle s'il s'agit de poser la question d'un événement qui, toujours déjà advenu, n'est pas contenu dans ma subjectivité. Il s'agit précisément de faire place à ce que je ne contiens pas. Pour dire alors la subjectivité ou le psychisme dans sa responsabilité pour l'autre, Lévinas parle de psychisme comme un corps maternel, dans un passage où l'enjeu est de repenser la sensibilité en deçà de l'intentionnalité. Le corps maternel, corps affecté du dedans, par l'autre qu'il ne voit pas, serait le plus à même de signifier l'un pour l'autre en guise de sensibilité ou de vulnérabilité. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur quelques réceptions récentes de la maternité dans Autrement qu'être, pour examiner le sens qu'elle donne à cette mention de la maternité ou du corps maternel. Dans un premier temps, je vais revenir sur quelques lectures féministes d'Emmanuel Lévinas, qui réarticulent la maternité à la féminité et aux femmes empiriques. Dans un second temps, j'approcherai la phénoménologie de Marc Richir, qui, en posant la question de la jeunesse de la subjectivité, aborde les relations entre la mère et le nourrisson. Dans les deux cas, il semble bien que la maternité ou le corps maternel qui s'inscrit dans Autrement qu'être est renvoyé au cas concret de la maternité, à la maternité empirique, observable. Et la question que je poserai, qui articule seulement les deux approches que je vais présenter et qui est en grande partie une question rhétorique, est la suivante. Inscrire la maternité ou le corps maternel dans Autrement qu'être, est-ce tourner le regard vers des corps visibles ou signifier l'invisible même, soit un en deçà de la phénoménologie? Donc tout d'abord les lectures féministes ou les réceptions féministes de la maternité. Dans un ouvrage de 2000, The Metaphysics of Love, Gender and Transcendence in Lévinas, Stella Sandford affirme que dans Autrement qu'être, le choix de la maternité pour dire la vulnérabilité n'est pas une métaphore. Lire une métaphore, ce serait lire dans une description de ce qui arrive visiblement à un corps, porter effectivement l'autre, une métaphore de l'invisible, de l'âme ou du psychisme comme responsabilité pour l'autre. Or, c'est précisément le dualisme de l'âme et du corps, en même temps que le partage du même et de l'autre, qu'Autrement qu'être tente de défaire. Je cite Lévinas. « L'incarnation n'est pas une opération transcendantale d'un sujet qui se situe au sein même du monde qu'il se représente. L'expérience sensible du corps est d'ores et déjà incarnée. Le sensible, maternité, vulnérabilité, appréhension, noue le nœud de l'incarnation dans une intrigue plus large que la perception de soi, intrigue où je suis nouée aux autres avant d'être nouée à mon corps. » La maternité, pour Stella Sandford, ne peut être lue comme une métaphore qui dirait l'âme à partir du corps, parce que Lévinas travaille en deçà de ce partage. Surtout, elle dit nécessairement plus qu'une inclusion spatiale. Le même, dans la maternité, est moins celui qui se remplit de l'autre, inaccessible à tout voir, que celui qui se vide pour l'autre. La maternité dit certes le poids d'un corps empesé de l'autre, sentant le poids de l'autre et se tenant de porter ce poids, mais elle dit aussi un corps qui est nourriture pour un autre corps, qui ôte le pain de sa propre bouche. Dire, comme le fait Stella Sandford, que la maternité est un exemple littéral, c'est affirmer que le corps maternel n'est pas une image à interpréter. Corps exposé à autrui, inquiété en son dedans, le corps maternel n'est pas d'abord un corps visible, mais un corps d'emblée signifiant, se signifiant dans sa responsabilité, dire, je cite Lévinas dans Autrement qu'être,
Sous le poids dépassant ma capacité, une passivité plus passive que toute passivité corrélative d'acte, ma passivité éclate en dire. Il s'agirait dès lors, par la mention de la maternité, non seulement de rendre sensible la responsabilité pour l'autre, en montrant comment elle échappe à la thématisation philosophique, mais aussi d'entendre le dire d'un corps signifiant. Le corps maternel dit la responsabilité, ce faisant, il dit le moi exposé à l'autre, il me parle ou me dit. La lecture de Stella Sandford, qui insiste sur la littéralité de la maternité, n'est pas isolée. Elle rencontre la lecture opérée par Donna Brody, dans l'ouvrage collectif dirigé par Tina Chanter, Feminist Interpretations of Levinas, publié en 2001. Dans son article, Donna Brody souligne que la détermination de la subjectivité comme maternité constitue la détermination la plus élaborée par Lévinas de la relation du même et de l'autre, ou plutôt de leur non-relation, puisqu'il s'agit de décrire la subjectivité comme l'autre dans le même. Comme elle l'écrit, l'enjeu d'Autrement qu'être est de comprendre comment le même est toujours déjà intriqué avec l'altérité de l'autre. Mais comme elle l'indique, affirmer seulement que la subjectivité est substitution ne saurait être suffisant. Il faut encore, pour que cela puisse être entendu, le rendre sensible. C'est pourquoi la méthode, dans Autrement qu'être, pour penser ce que la philosophie a occulté, consiste pour elle à introduire dans le langage philosophique, je traduis son texte, le registre linguistique du tactile, la matérialité de termes corporels. Il s'agirait donc de faire surgir de nouvelles significations pour le langage philosophique en revenant à l'expérience corporelle la plus concrète, sans se laisser fasciner par ce qu'il y a en elle de visible, donc de distant, la distance entre les corps faisant habituellement la place pour une aperception de mon corps, comme exclusive du corps de l'autre, en même temps que pour une perception du corps de l'autre. Or, la maternité dit bien un accueil de l'autre qui ne se joue pas dans les termes de la rencontre. Plus que cela, elle dit l'affection par l'invisible même, par l'autre qui n'apparaît pas, en même temps qu'elle porte l'idée d'un attachement indéfectible, une effraction de l'autre sur laquelle toute connaissance est en retard. Lévinas convoquerait ainsi son lecteur dans les pages d'Autrement qu'être pour l'exposer au dire du corps portant l'autre et lui faire sentir ce que le discours dont il dispose a toujours déjà recouvert. Le corps maternel ou la maternité, cependant, n'apparaît pas, à mon sens, comme le lieu d'une révélation. Il faut que la responsabilité pour l'autre soit éprouvée pour que le corps maternel, au creux d'une phrase, puisse s'avancer comme le mot juste pour donner à penser ce qui excède toute représentation. Ceci étant, parce que le corps maternel dit le psychisme, il dit le moi, et ne saurait donc être une détermination du corps de l'autre. Stella Sandford et Donna Brody insistent toutes deux sur cela que le corps maternel, tel qu'il signifie dans Autrement qu'être, ne relève pas exclusivement des femmes, ou encore, pour reprendre une expression de Stella Sandford, que la maternité a été débiologisée. La maternité d'Autrement qu'être ne renvoie pas à la capacité biologique du corps femelle à porter des enfants, mais inscrit ce que le corps maternel dit de l'humain. Néanmoins, au sein du discours de Donna Brody elle-même, une objection se fait entendre. Il lui semble que, dans et par le recours à la maternité dans Autrement qu'être, je la cite en traduisant, la capacité des femmes à procréer est usurpée, colonisée, transférée d'elle à lui. Autrement dit, parce que la maternité dit un psychisme ou un corps qui n'est pas exclusivement celui des femmes empiriques, mais de celui qui est humain quel qu'il soit, ce qui s'indique dans le corps maternel ne pourrait justement plus être revendiqué comme un pouvoir proprement féminin. C'est-à-dire que le sujet philosophant, masculin, s'approprierait pour le donner à tous, ce qui appartient originairement à certaines seulement. Il est à noter qu'apercevoir un tel mouvement d'usurpation, c'est aussi assigner Lévinas à son identité d'homme, à son corps visible. Et l'articulation de cet argument renvoie à un geste philosophique déjà identifié et critiqué par Françoise Collin, geste qui consiste à reprendre pour soi, masculin, ce qui a été identifié sous le signe du féminin, pour autant que cela a été philosophiquement valorisé. En quelque sorte, si cela est valable, les hommes l'ont aussi. Cette critique, qui voit dans le geste de dire le soi maternité une usurpation par le masculin d'un pouvoir féminin, me semble particulièrement discutable. D'une part, elle manque à prêter suffisamment attention au texte lévinassien. La rigueur d'Autrement qu'être tient à la limitation qu'il impose à son langage, à la pauvreté, pour le dire ainsi, à laquelle se soumet un discours qui s'efforce de ne pas retomber, même subrepticement, sur le sol ontologique. Dans Autrement qu'être, la maternité, lorsqu'elle intervient, ne se trouve jamais mise en réseau sémantiquement avec la féminité ou les femmes. Il s'agit pour Lévinas de dire le corps comme n'étant pas exclusif du corps de l'autre parce qu'il lui est exposé, ou plutôt de dire que mon corps a été exposé de manière immémoriale à l'autre. Parler là de corps maternel et non de femme enceinte,
c'est se rendre sensible à un corps transformé par ce qui lui arrive. Voir une femme enceinte, c'est voir une femme dans un certain état, c'est voir une détermination passagère, accidentelle de l'individu femme. Au contraire, ce que dit le corps maternel, c'est un corps qui n'est devenu maternel qu'à porter l'autre. Alors que la mention de la femme enceinte nous renverrait à l'observation empirique, la mention du corps maternel ou de la maternité dit le sens que prend un corps par l'autre lorsqu'il devient soudainement corps pour l'autre. C'est littéralement penser une responsabilité qui n'a pas à connaître l'autre, ni sa figure, ni son nom, pour le porter. C'est seulement en nous tenant auprès des mots que nous sommes tenus en deçà de la distinction ontologique du masculin et du féminin. Au contraire, l'objection de Donna Brody réinsère à rebours du texte les femmes. Par ce geste-là, elle renvoie à des corps déterminés et affirme que la maternité dit ou devrait dire exclusivement le sujet en tant que femme et désigner un corps qui, visiblement, se distingue du corps masculin. L'objection de Donna Brody, d'autre part, ne convoque pas seulement ce que le texte lévinassien ne mentionne pas, à savoir les femmes empiriques, les corps identifiés comme femmes, mais elle les pose aussitôt en face des hommes comme effectivement ou potentiellement enceintes. Ce faisant, elle transforme la maternité en capacité d'enfanter, soit un pouvoir revenant au corps biologique. Alors même que Lévinas signifie dans Autrement qu'être que la corporéité, entendue comme l'autre dans le même, je le cite, soumet le biologique à une structure plus haute. L'objection qu'elle formule tord ainsi le texte pour le ramener sur le sol d'une lutte pour la reconnaissance des femmes, biologiquement identifiées comme telles par leur capacité à enfanter. La compréhension du corps, ici réintroduite, est pour le dire ainsi pré-lévinassienne ou ontologique, une compréhension dans laquelle le corps se définit par sa ressemblance et par ce qu'il peut. La maternité, dans ce renversement, en vient à dire le pouvoir qu'a le même, la femme, de produire l'autre, l'enfant. Or, dans Autrement qu'être, l'enjeu n'est aucunement de mettre en avant un quelconque pouvoir des femmes, ni de l'usurper d'ailleurs, mais au contraire de penser la subjectivité en deçà de tout pouvoir. Faire ces objections à l'objection de Donna Brody, cela exige encore pour moi de préciser ce que la maternité, dans Autrement qu'être, ne dit pas, ou de tenter de cerner au plus près comment on peut entendre l'expression de psychisme comme corps maternel. Dans un de ses articles, Lisa Genter s'arrête sur le passage suivant d'Autrement qu'être, que je cite et auquel Joël a déjà fait référence. Dans la proximité, l'absolument autre, l'étranger que je n'ai ni conçu ni enfanté, je l'ai déjà sur les bras, déjà je le porte, selon la formule biblique, dans mon sein comme le nourricier porte le nourrisson. Et comme Joël l'a déjà dit, Lisa Genter, elle aussi, lorsqu'elle lit ce passage, remarque ou insiste sur le fait que Lévinas renvoie ici à un passage dans lequel le nourricier, la nourrice, n'est pas la mère ni même une femme, mais Moïse. Or, il ne s'agit pas pour elle de voir là une appropriation de la maternité par les hommes, mais ce qu'elle appelle une maternalisation de Moïse. Moïse peut être dit comme un corps maternel, parce que le comme ne dit pas tant la comparaison ou l'analogie entre des corps identifiés, le corps de Moïse n'est pas comparé au corps d'une femme, que l'impossible coïncidence avec soi. Tout corps humain, en tant qu'il est exposé à l'autre ou qu'il se noue autour d'une obsession immémoriale, est comme un corps maternel. Dire comme un corps maternel, alors, c'est inscrire à la place de l'identité un écart, une non-coïncidence à soi. Être comme un corps maternel, c'est précisément signifier que je ne peux pas me dire directement, me déterminer fermement, me poser à partir de moi, parce que je ne suis pas à partir de moi. Je cite Lévinas, « La signification, c'est l'un pour l'autre d'une identité ne coïncidant pas avec elle-même, ce qui équivaut à toute la gravité d'un corps animé, c'est-à-dire offert à autrui, s'exprimant ou s'épanchant. » Le texte de Lévinas, si l'on prête attention à ce qu'il fait de ces mots et à ceux qu'il exclut, ouvre le chemin vers une pensée de la subjectivité qui se tient en deçà des identités constituées, c'est-à-dire aussi en deçà de la différence sexuelle. La parole qui, dans Autrement qu'être, dit la subjectivité humaine, maternité, en tant qu'elle est obsession par l'autre, est précisément pour moi une parole qui s'adresse au corps du lecteur, qui le prend au corps, pour défaire d'un coup tout ce qu'il croyait savoir de son corps. À mon sens, alors, le texte de Lévinas ne peut que difficilement servir des revendications, attachées à des corps déterminés, puisqu'il indique un en deçà des relations de pouvoir. Par ailleurs, Lévinas, nous forçant à penser à un corps qui ne se pose pas de lui-même et ne coïncide pas avec soi, indique un en deçà du discours phénoménologique qui doit motiver une reprise du questionnement. En disant cela, je fais signe vers la phénoménologie de Marc Richir, dont je voudrais examiner maintenant la manière dont elle mentionne Autrement qu'être au sein de sa tentative de repenser la genèse de la subjectivité.
Donc je passe à Marc Réchir. Dans ses variations sur le sublime et le soi, qui ont été publiées en 2010, Marc Réchir revient sur la genèse du sujet. Si la conscience ou l'intentionnalité est en effet pour lui comme pour Lévinas, n'est pas pour lui comme pour Lévinas le dernier mot pour dire ce que nous sommes, la question se pose de savoir jusqu'où on peut interroger la genèse de la subjectivité. Lévinas, dans Autrement qu'être, opère par un saut, en se portant au lieu de la responsabilité pour l'autre, saut qui se joue indissociablement, comme un saut au langage éthique, ce dernier signant, je cite, l'interruption de la phénoménologie. Tout l'enjeu est de se placer auprès de ce qui n'apparaît pas et n'est jamais apparu. Marc Réchir, pour sa part, tente d'apercevoir, à partir de Husserl et en radicalisant la réduction, qu'il dit désormais hyperbolique, parce qu'elle réduit les structures intentionnelles elles-mêmes, comment il est possible de s'acheminer vers l'institution de la subjectivité comme, selon ses termes, un espace intérieur. Comment donc, à partir d'un corps vivant qui n'est encore que quelque chose dans le monde, peut s'ouvrir une intériorité sensible, affective, une Leiblichkeit? Ou encore, comment le nourrisson devient-il humain? L'interrogation de Marc Réchir, en prenant la voie d'une radicalisation de la méthode phénoménologique, repose la question de la maternité, en interrogeant les relations entre le nourrisson et la mère, qui, il l'indique, n'est pas forcément la mère biologique, ni même une femme. Dans l'introduction aux variations sur le sublime et le soi, Marc Réchir insiste sur le fait qu'il sera question pour lui d'aborder de manière phénoménologique, je le cite, la transcendance comme quelque chose d'intime et d'infigurable. L'ambition qui soutient le travail, il insiste encore, est une ambition éthique qui vise à poser des questions, je le cite, de plus en plus éloignées de nos pouvoirs d'énonciation et d'interrogation. La pensée, la description proposée, de ce qui se passe au registre le plus archaïque entre la mère et le nourrisson est la suivante, et je vais citer longuement Marc Réchir. La mère ressent quelque chose qui pour le nourrisson n'est pas encore appel, mais qu'en prenant soin du nourrisson, elle prend comme appel. Et cela non par dotation de sens intentionnel, mais par substitution au sens de Lévinas. En retour, le bébé va alors sentir comme appel ce qui est d'abord, dans les premiers jours de sa vie, excès indifférencié, et ce, dans l'expérience répétée de ce que son affection va trouver et retrouver l'équilibre du contact de soi à soi, par annulation de l'excès affectif, sorte de transvasement de l'affectivité maternelle à son nourrisson. Donc c'est cette citation que je vais tenter péniblement d'expliciter. La mère, donc, ressent pour le nourrisson ce qui n'est pas encore appel. Ce qui est en jeu, c'est la manière dont la mère, déjà humaine, entend les cris du nouveau-né. La mère entend comme appel ou interpellation ce qui, pour le nourrisson non humanisé, encore fermé, pour le dire ainsi à l'autre, écrit sans destinataire, crie radicalement hors langage. Elle ressent comme une détresse qui lui est signifiée, à elle et à personne d'autre, ce qui n'est aucunement message. Par le cri qui ne vise personne, elle se sent appelée. Il n'y a donc appel que parce que la mère entend le cri comme appel. À dire cela, on prend le risque de considérer que c'est la mère qui, entendant le cri, lui donne le sens d'être un appel, projetant ainsi sur ce qui vient de l'autre, le cri, un sens qu'elle constitue, l'appel. La relation de la mère au cri du nourrisson, si on la comprenait ainsi, se dirait dans les termes de l'intentionnalité, où le cri, sorte de donnée ilétique, serait visé en tant qu'appel par un sujet, la mère, disposant lui-même et par avance de l'idée d'appel. Pour apercevoir qu'il n'est pas question de l'appréhension d'un objet par un sujet, et se faisant d'un face-à-face entre la mère et l'enfant ou ce qui vient de lui, pour se placer donc en deçà de l'intentionnalité, Marc Réchir ici en appelle à la notion lévinassienne de substitution. Je reprends la citation. La mère prend le cri du nourrisson comme appel, non par dotation de sens intentionnel, mais par substitution au sens de Lévinas. Soit, si on en revient à Autrement qu'être, que je cite, substitution comme subjectivité même du sujet, interruption de l'identité irréversible de l'essence, dans la prise en charge qui m'incombe sans dérobade possible, et où l'unicité du moi prend seul un sens, où il n'est plus question du moi, mais de moi. L'identité du sujet tient ici, en effet, à l'impossibilité de se dérober à la responsabilité, à la prise en charge de l'autre. La mère, dans les termes de Marc Réchir, se sent interpellée, sent immédiatement le cri comme appel, parce que déjà humaine, elle est déjà psychisme comme un corps maternel. En reprenant les termes d'Autrement qu'être, on pourrait dire, je cite Lévinas, qu'elle s'affecte, sans que la source de l'affection se fasse thème ou représentation. Marc Réchir précise en effet que la mère entend le cri comme appel en prenant soin du nourrisson. C'est la réponse au cri, se porter au secours de l'autre, qui dessine après coup le sens du cri comme appel.
Mais comme la réponse précède toute délibération, le sens du cri n'a jamais été mis en question. La mère a toujours déjà répondu, ou encore le cri comme pur cri en attente d'un sens constitué par celui qui le perçoit, n'a jamais eu lieu. Que la réponse à l'appel ait toujours déjà précédé l'écoute du cri, nous dit la relation anarchique qui noue l'enfant à la mère, où, pour citer encore autrement qu'être, le moi est incapable de penser ce qui le touche, voué à la réponse sans l'avoir décidé. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que c'est d'abord la mère et non l'enfant qui est la créature, si, comme l'écrit Lévinas, je cite, « Dans la création, l'appelé à être répond à un appel qui n'a pu l'atteindre, puisqu'issu du néant, il a obéi avant d'entendre l'ordre. La mère naît en prenant soin du nourrisson, en répondant à l'appel qui ne l'appelait pas en propre, mais auquel elle s'est nouée. » L'enjeu cependant pour Marc Réchir, en revenant au nœud de la mère et de l'enfant, c'est de tenter de comprendre, depuis une phénoménologie, l'institution originaire du soi, donc du soi de l'enfant. Il faut ici en venir à la fin de la citation, dans laquelle l'exposition de la mère à l'enfant se renverse en exposition de l'enfant à la mère. Il n'est pas question là d'une réciprocité, qui implique des étangs simultanés, mais d'un contre-coup, le nourrisson s'humanisant par ce qui passe de peau à peau, en deçà de l'échange des regards, précisément dans le soin. Je reprends la citation initiale. En retour, le bébé va alors ressentir comme appel ce qui est d'abord, dans les premiers jours de sa vie, excès indifférencié. Et ce, dans l'expérience répétée de ce que son affection va trouver et retrouver l'équilibre du contact de soi à soi, par annulation de l'excès affectif, sorte de transvasement de l'affectivité maternelle à son nourrisson. Dans l'hypothèse de Marc Réchir, le nourrisson, par le contact avec la mère qui se sent appelée, commence de ressentir lui-même l'affectivité qui le traverse comme expression d'un appel. Autrement dit, ce serait à sentir la responsabilité de l'autre que le nourrisson commencera à se sentir, en deçà de toute conscience de soi, comme porteur d'un appel qui n'est autre que l'appel entendu par la mère. L'appel, ici, n'a été proféré par personne, mais le nourrisson est devenu à son tour susceptible de l'entendre. Ce que Marc Réchir en a pensé, c'est ainsi la circulation d'un appel venu de nulle part dans le contact entre les peaux. Or, après avoir esquissé ainsi un transvasement de l'affectivité, où la substitution est son contre-coup, il indique que cette forme archaïque de relation, ou de nœud entre la mère et l'enfant, ne donne lieu qu'à la formation de ce qu'il appelle un proto-soi, à partir d'un sentir qui me charge, m'empêche de la persécution qui touche l'autre. L'affectivité qui circule ici ouvre l'un à l'autre, mais dans l'approche de Marc Réchir, elle ne suffit pas à accomplir la subjectivation comme contact de soi à soi, constitution de soi. Tel que je le comprends, Marc Réchir tient à une distinction entre le soi de la substitution et le soi dont il se met en quête comme ouverture de l'espace du sens. Ce qui m'importe ici, c'est que le contact de soi à soi, l'ouverture de l'espace du sens, implique pour Marc Réchir de prendre en compte, à partir de Winnicott, l'échange des regards. Et je cite Marc Réchir, toujours dans Variation sur le sublime et le soi. En s'offrant la possibilité d'être regardé, le bébé est susceptible de regarder ce regard qui le regarde et de s'échanger avec lui. Et c'est là, proprement, que se constitue le soi, cette fois-ci comme un absolu s'échangeant avec d'autres ici absolus. Il faudrait donc concevoir la substitution de la mère et son contre-coup comme la condition de possibilité ultime de l'échange des regards entre la mère et l'enfant par lequel se dessinent des places, l'ici et le là-bas. Dans l'émergence du face-à-face, le corps se ferme d'une certaine manière, comme si les yeux pouvaient, dans une certaine mesure, anesthésier la peau, la distance du visible, la séparation opérée dans la constitution d'un face-à-face, court-circuitant les revirements de l'affectivité, se jouant de peau à peau. Il ne faudrait cependant pas aller trop vite. Dans son article, Le tiers indiscret, Marc Réchir précise que l'échange des regards a le statut dans son texte d'une métonymie qu'il explicite immédiatement, et je vais le citer encore longuement. Regard qui passe par les yeux, mais qui ne se réduit pas à accueillir du visuel. On peut dire que le regard maternel sur son bébé a pour effet d'éveiller le regard de celui-ci sur sa mère. Or, un regard n'est véritablement tel que s'il est habité, et habité d'une vie, c'est-à-dire d'affectivité irisée ou modulée en affection, lesquelles se propagent dans la chaleur et l'odeur du corps maternel, dans le son de sa voix, dans ses caresses, etc. Et c'est ce regard-là qui, très précisément, éveille le regard du nourrisson, le fait se situer ici par rapport au là-bas. Lorsque l'échange des regards a lieu, l'affectivité se dit miroitement d'affection, affection au pluriel, donc distincte, éveillant les sens eux-mêmes en voie de distinction du nourrisson.
l'affectivité différenciée de la mère, dit en creux le début de la localisation des sens du nourrisson, corrélatif d'une spatialisation, pour le dire ainsi, de sa peau, qui devient le siège des sens, comme si le corps n'était plus seulement pesant, mais étendu. Dans cet espacement des sens, dans cette spatialisation du corps propre, se joue, indique Marc Richir, la relation comme contact et non plus comme obsession, qui rend possible un contact de soi à soi et une intériorité comme espace intérieur. L'ouverture du soi, par ce qu'il ne contient pas, l'autre qu'est la mère, se joue ici comme ouverture d'une contenance possible, d'un Leib, qui est aussitôt espace pour le se faire du sens. Ainsi, dans les variations sur le sublime et le soi, ce que Marc Richir nomme transvasement de l'affectivité adviendrait sans regard en deçà de la lumière, en deçà aussi de l'échange des regards, de telle sorte qu'il faut concevoir une affection par l'autre qui ne soit pas circulation d'affect, réception d'impressions sensibles, donc préintentionnalité. Il s'agit de se situer radicalement en deçà. Le proto-soi advient dans la substitution, en deçà de toute initiative, dans une relation d'intimité avec l'autre où je ne suis que pour l'autre. En deçà de l'échange des regards, de susceptibilité à susceptibilité, la circulation de l'affectivité de l'autre en moi ne laisse place à aucune disponibilité pour soi. Ce nœud de l'autre dans le même, Marc Richir le dit, je le cite, une intimité sans regard, une hypersensibilité de l'un à l'autre qui advient hors temps. Cette hypersensibilité, je le cite encore, constitue le plus archaïque qui échappe à la conscience mais qui l'accompagnera tout au long de sa vie. En deçà du temps, donc, se joue la substitution. Et seul l'échange des regards, l'ouverture au visible, serait en mesure de tenir l'autre à distance et, ce faisant, de donner lieu à l'institution d'un moi qui se donne un espace et un temps pour soi. Pour conclure, je souhaitais aujourd'hui revenir, parmi les réceptions les plus récentes de la maternité d'Autrement qu'être, sur celle qui me semble la plus féconde, dans ce qu'elle donne un nouveau départ à la phénoménologie, en rouvrant en grand la question de la jeunesse de la subjectivité. Loin des lectures féministes d'Autrement qu'être, qui font de la maternité une revendication des femmes, et plus que cela un pouvoir, comme si le texte devait faire signe vers des corps visibles, Marc Richir indique à mon sens la bonne place de la substitution, en deçà du phénoménologique. Il prend acte d'Autrement qu'être, se donnant le défi d'apercevoir jusqu'où la phénoménologie, indissociable de la méthode de la réduction, peut aller, sans qu'il s'agisse jamais pour elle de rejoindre par la voie qui lui est propre le lieu éthique d'Autrement qu'être, ce qui est une manière ainsi aussi de confirmer la manière dont Lévinas a précisément indiqué les limites de la phénoménologie. Marc Richir convoque la substitution, laissant ainsi en creux la parole à Lévinas, la simple mention de la substitution dans son texte, indiquant une place vide au sein du discours phénoménologique, celle de l'ouverture laissée par le passage de l'autre, le transvasement de l'affectivité qui crée un vide, un appel sur lequel il est impossible de revenir et qu'il est impossible de surmonter. Ce faisant, pour moi, c'est aussi Autrement qu'être qui est indiqué comme ce qu'on ne surmonte pas, comme un dire qui, une fois entendu, peut donner lieu à une radicalisation de la phénoménologie, mais ne saurait être repris ou réintégré à un discours phénoménologique se jouant sur le mode, même radicalisé, de la réduction. Et je m'arrête ici. Merci beaucoup, Anne. Je donne donc la parole à la salle. Je vous remercie beaucoup de votre exposé et c'était vraiment beau. Surtout que vous, tout en vous servant de lectures féministes, vous ne tombez pas dans les injustices. Voilà, je vais poser une question pour chaque partie de votre exposé. Sur la maternité, spécifiquement dans le parcours lévinasien, je voudrais savoir, peut-être c'est une question trop répétitive pour tous ici, mais qu'est-ce que vous pensez à propos de la transition, du passage entre l'usage de la paternité et la maternité dans le parcours lévinasien? Si vous pensez que c'est vraiment... Bon, il y a quelque chose qui s'ajoute, évidemment. Mais s'il faut, au bout d'un moment, soutenir cette différence entre les masculins et les féminins à propos de la filiation, de la filialité,
de l'au-delà du possible, de la substitution. Si on ne pourrait pas peut-être faire une synthèse de sens entre le masculin et le féminin, parler d'une paternité-maternité comme un seul mouvement, un seul concept. Après, pour la partie de Richir, je me demande, je demande depuis l'ignorance plutôt de la philosophie de Richir, je n'ai pas travaillé beaucoup, mais je me demande s'il parle d'un moment, d'un point zéro de la protosubjectivation de nourrisson, dans le sens que vous avez, dans un moment donné, mentionné la complète fermeture de nourrisson. Donc, je me demande si c'est purement méthodologique, peut-être de pousser un point zéro de complète fermeture, et que depuis là, ça commence à développer. Et par rapport à ça, je me demande qu'est-ce qu'il fait, ou qu'est-ce qu'il ferait, ou qu'est-ce que vous ferez de tous les moments avant la naissance. Et je pense par exemple aussi à un passage du deuxième volume des idées de Husserl où il parle, où il dit que l'altérité commence surtout par l'écoute. Donc le nouveau-né de tout le début pourrait commencer à avoir autrui par l'écoute. Bon, c'est excusez-moi là. Je te remercie pour ces questions qui sont difficiles. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Effectivement, j'ai pas abordé aujourd'hui la transition entre la paternité qui apparaît à la fin de Totalité et Infinie et la maternité dans Autrement qu'être, parce que pour moi c'est une question difficile qui rejoint en fait la question de savoir si quand il est question de la maternité dans Autrement qu'être, il est question de la maternité effective. S'il est question de la maternité effective, alors effectivement, pour comprendre la maternité effective, il faut pour moi revenir à ce qui est dit paternité dans Totalité et Infinie. Et du coup, j'ai du mal à articuler tout ça parce que j'ai l'impression que avant finalement de revenir à à des pratiques sémantiques courantes dans lesquelles quand on dit maternité on dit féminité et féminin, dans lesquelles quand on dit paternité on dit masculin, etc. Et donc on pense dans le partage. Il me semble que dans ces textes, mais il faudrait l'examiner de plus près, en tout cas pour moi c'est véritablement le cas dans Autrement qu'être, Lévinas justement défait les champs sémantiques qui sont constitués en parlant par exemple de la maternité sans mentionner en même temps le féminin ou les femmes. Et du coup, les mots se trouvant comme ça désancrés des systèmes de signes dans lesquels ils sont pris habituellement gagnent un nouveau sens. Et du coup, il faudrait examiner dans quelle mesure on est encore dans une différence entre le masculin et le féminin, ou ce que tu as appelé une synthèse. Mais du coup, je ne peux pas trop te répondre parce que je trouve ça très, très compliqué et très difficile, et du coup, il faudrait regarder de plus près. Et pour la question qui porte sur Richir, cette question du point zéro pour la proto-subjectivation du nourrisson, c'est moi qui ai parlé de fermeture en quelque sorte pour faire ressortir par contraste bêtement l'ouverture qui se dit immédiatement et exclusivement ouverture par l'autre, et donc ouverture par l'autre qui se met dedans. Mais Marc Richir ne parle pas de fermeture. Et de quoi il parle, j'ai du mal à voir en fait comment il entend. Il mentionne la substitution. Dans la lecture que j'ai faite, j'ai essayé de revenir un peu à Autrement qu'être pour entendre cette substitution en un sens lévinassien, mais je ne suis pas sûre en fait que lorsqu'il fait intervenir ce terme dans son texte, il ne le torde pas, tout simplement parce qu'il dit par substitution. Et par substitution, ça nous fait entendre la substitution comme une modalité
de la sensibilité, et c'est pas exactement le sens qu'elle a dans Autrement qu'être, pour moi. Donc je sais pas. Et quant à la question dans la question qui demande que faire du moment avant la naissance, je me pose la même question que toi, et c'est vraiment difficile parce que finalement, si on veut désancrer la maternité de la maternité empirique, on est obligé, comme le fait Richir, de se placer après la naissance. Donc finalement, au moment d'un contact de peau à peau, qui ouvre la possibilité aussi d'un face-à-face, du visible, etc. Si on posait la question de la possibilité d'une proto-subjectivation avant la naissance, déjà je pense que pour Richir, on serait hors de toute phénoménologie et hors de tout discours possible, sûrement. Et aussi, du coup, on serait obligé de revenir aux corps empiriques, ce qui pose toujours en fait un problème en phénoménologie, parce que quand on essaie de penser le Leib ou la Leiblichkeit, ben voilà, il faut essayer de penser quelque chose qui est commun, et bon, voilà, mais donc c'est pas très satisfaisant tout ça comme réponse. C'est d'abord Corinne. C'est d'abord Corinne. C'est pas vrai. Je ne sais pas si c'est absolument une question, c'est une objection. Autant je comprends que quand on travaille sur Lévinas, l'usage de l'empirique doit être extraordinairement précautionneux, puisque cette maternité a un statut absolument singulier et qu'elle est là pour penser l'éthique, et que l'éthique elle-même est là contre la guerre de l'être, enfin pour ouvrir autre chose dans la guerre de l'être, autant quand on passe à la phénoménologie, c'est-à-dire où on est dans une perspective ontologique quand même, avec Richir, je ne comprends pas qu'on puisse traiter la maternité en dehors de la guerre. C'est-à-dire qu'on soit dans une perspective sur la maternité de la circulation de l'affection, du soin, de l'amour, qu'il soit proto, et qu'on envisage la séparation qu'avec le regard, alors que, pour dire les choses tout franchement et répondre par la même à Isi, Chibolette n'étant pas le pire des revues où l'on puisse être publié, je pense que la psychanalyse à ce moment-là est phénoménologiquement plus fine dans la manière dont la séparation se fait et le moi s'institue en même temps dans une part d'agressivité. Il faut appeler les choses par leur nom, c'est-à-dire où tout n'est pas que délicieux échange affectif. Alors autant pour l'éthique ça n'a pas de sens que d'en appeler à cette agressivité, autant phénoménologiquement je ne comprends pas pourquoi on est dans, je dirais presque dans cette chrétienté. Et c'est vrai de toute la phénoménologie, c'est vrai chez Merleau-Ponty aussi bien, voilà. Merci. Je pense que je vais répondre. Oui, merci. Et alors, du coup, simplement une précision en fait. C'est une objection à Richir. Voilà. Alors, dans ma présentation, je suis restée sur une toute petite phrase en fait de Richir qui était dérangeante parce qu'elle faisait place comme ça à la substitution, mais pour la passer sous silence d'une certaine manière, parce qu'on inscrit le mot et puis on ne parle pas plus avant, et donc ça lui servait à mettre Lévinas en deçà de la phénoménologie. Mais dans la suite de son texte des variations sur le sublime et le soi, Richir s'appuie sur la psychanalyse, celle de Winnicott et celle de Mélanie Klein, et je pense que là du coup on retrouve ces questions-là, ou en tout cas il faut y regarder de plus près. Il faudrait regarder de plus près ce que Richir fait de la psychanalyse, pourquoi il y revient, mais bon, voilà, du coup je ne sais pas trop quoi dire parce que c'est très vaste et que c'est très compliqué à lire, donc voilà.
c'est pas vraiment une réponse. Oui, d'abord, l'exposé était vraiment super dans chacun de ces moments. Hein, l'exposition des thèses féministes était magnifiquement faite. Leur critique ensuite était extrêmement articulée. Et toute la présentation de Richir nous donnait accès à un nouvel univers de discussion. Donc c'était un très bel exposé. Je veux essentiellement lui rendre hommage. Et maintenant, moi aussi, je vais faire de l'anti-Richir. Parce que, mais je pense que en même temps, c'est très intéressant pour notre colloque. Dans la description que donne Richir, on voit qu'il y a 15 secondes de l'un pour l'autre lévinassien, au moment où il y a la mère qui entend le pleur de l'enfant et qui se précipite vers le secours, sans raisonnement, sur le mode de l'immédiateté de l'un pour l'autre, tel qu'Autrement être le raconte. Et puis ensuite, on passe de ce qui a été envisagé avant comme une maternalisation de la subjectivité à une nourrissonilisation de la subjectivité, hein. C'est-à-dire qu'on va nous présenter la subjectivité comme il faut la présenter dans la perspective de Richir, c'est-à-dire c'est l'ouverture d'un espace de sens à l'intérieur du moi. Et c'est cette histoire-là qu'on va raconter et qu'on va célébrer. Et ça se fait, effectivement, là je converge complètement avec Corinne, ça se fait à travers l'amour qui est posé comme une condition unique, suffisante et exigible, puisque le nourrisson apprend l'appel, il apprend une espèce de droit à appeler cet amour qui va lui venir de la mère. On retrouve les descriptions de Honneth, hein, dans la théorie de la reconnaissance. Le premier niveau de la reconnaissance, c'est cette espèce d'amour qui est uniquement présenté comme quelque chose à quoi la subjectivité a droit. Donc c'est une théorie de la subjectivité et qui commence par un amour auquel elle a droit. Ce qui fait qu'au fond, la guerre, on la sent, hein, elle est implicite là, elle va venir. Oui, rapidement, hein, parce que j'ai pas grand-chose à dire. Mais je vous remercie pour ces remarques non, simplement pour souligner que, comment dire, j'ai la même gêne par rapport à Richir, enfin, la même gêne. Disons que je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus avec la méthode qu'il propose et les chemins qu'il prend que ce qu'il fait, même si ce qu'il fait déjà est particulièrement difficile à explorer. Mais Richir, comme Husserl, est aimanté par la connaissance et il est aimanté par le monde. Et finalement, ce qui compte, c'est ça, quoi. Et du coup, on ne comprend pas trop, parce que moi, je me demande à quoi ça servirait de revenir comme ça à l'affectivité, de poser aussi, de mentionner la substitution, si c'est finalement simplement pour remplir ce qui était resté vide en deçà de Husserl, mais retomber sur ses pattes et revenir sur l'intentionnalité comme modalité de la connaissance, finalement. Donc, voilà, mais je suis persuadée quand même qu'en regardant ce que fait Richir et en revenant aux références qu'il indique, pour situer justement ce qu'il fait de ces références-là, on aurait peut-être la possibilité d'ouvrir autre chose comme travail pour la phénoménologie, qui prenne en compte les valeurs, qui prennent en compte une affectivité qui n'est pas simplement le soubassement qui circule pour permettre la constitution d'objectivité, d'idéalité, etc. Enfin voilà, pour moi en tout cas c'est un travail qui est possible à partir de ça. Merci. Moi je voulais déjà d'abord également vous remercier pour la grande qualité de votre présentation. Et puis, alors moi, ce sera ni une question ni une objection à Richir, mais plutôt une suggestion pour prolonger la première question qui avait été posée par Demoiselle sur l'articulation de la paternité et de la maternité. La paternité dans totalité, la figure de la paternité dans totalité infinie et la figure de la maternité dans Autrement qu'être. Est-ce que justement on ne doit pas rapporter, et c'est sur ça que je voudrais avoir votre sentiment, puisque vous avez dit que c'était une question à laquelle vous n'aviez pas, enfin voilà, qui était difficile, est-ce qu'on ne doit pas rapporter ces deux figures précisément à cet écart qu'on a souvent souligné entre totalité et infini, étant donné que dans totalité et infini, il est question de l'autre face au même, et puis on a dit que dans Autrement qu'être, enfin c'est Lévinas lui-même qui le dit, il est question de l'autre dans le même. Est-ce que les deux figures de la paternité et de la maternité ne répondraient pas
justement à cette complémentarité de l'autre face au même dans Totalité et Infini, et c'est précisément dans Totalité et Infini que c'est la figure de la paternité qui est convoquée, et puis dans Autrement qu'être, l'autre dans le même, et là c'est précisément la figure de la maternité qui intervient. Précisément la figure de la maternité qui intervient. Oui, merci. Je vous remercie pour ces suggestions. Et je vois dans quel sens vous allez, mais pour ma part, en réfléchissant rapidement à tout ça, j'aurais eu tendance plutôt à réenvisager les relations entre paternité et maternité par rapport à la question du temps, en prenant en compte simplement le fait que dans Totalité et Infini, la paternité, c'est la possibilité d'ouvrir un avenir qui n'est pas le mien. Donc l'autre, qui vient de moi, ouvre un temps qui n'est pas à moi, voilà, qui ne sera pas un temps disponible pour moi. Au contraire, la maternité dans Autrement qu'être nous dit ce que je suis en deçà du temps, et du temps que je pourrais me donner, qui sera mon temps à moi. Donc j'aurais plutôt tendance à essayer de réexaminer, voir ce qui se passe si on suit ce fil-là de la temporalité. Merci.